La maladie associée aux IgG4 est une maladie d'individualisation récente. Le nom de maladie associée aux IgG4 a été proposé et retenu par un groupe d'experts internationaux en 2010. Le terme de maladie associée aux IgG4 regroupe de nombreuses pathologies déjà connues auparavant, regroupées sous cette appellation du fait de caractéristiques communes. Le terme d'IgG4 correspond à immunoglobuline G de type 4. Les immunoglobulines correspondent aux anticorps qui sont synthétisés par nos cellules immunitaires en conditions normales. Dans cette maladie, le taux d'IgG4 ou d'immunoglobuline G4 est souvent élevé, voire très élevé chez les patients, d'où le nom de la maladie. Il existe des caractéristiques communes à la maladie retrouvées chez les différents patients. Ces caractéristiques communes sont cliniques et histologiques, c'est-à-dire retrouvées sur les biopsies de tissus. Les caractéristiques cliniques communes sont le fait que les patients présentent des tumeurs, c'est-à-dire une augmentation de volume de certains tissus ou organes du corps. Les autres caractéristiques communes sont histologiques, c'est-à-dire que l'analyse des biopsies de ces tissus va montrer des lésions caractéristiques de la maladie. On retrouve dans ces tissus une infiltration par des cellules immunitaires qu'on appelle les lymphocytes. Cette infiltration est polyclonale, ce qui permet de différencier cette maladie de cancers comme les lymphomes. Différents types de lymphocytes sont retrouvés dans les tissus, mais on retrouve tout particulièrement une abondance inhabituelle de lymphocytes particuliers qu'on appelle des plasmocytes. Les plasmocytes sont des lymphocytes spécialisés dans la fabrication d'anticorps ou immunoglobulines. Ces plasmocytes dans la maladie, retrouvés dans les tissus, sont les cellules qui fabriquent les immunoglobulines G de type 4. La dernière caractéristique que l'on retrouve dans les tissus, c'est la présence d'une fibrose. La fibrose correspond à des lésions cicatricielles qui fait suite à l'infiltration des tissus par les cellules inflammatoires, notamment lymphocytaires. La fibrose peut entraîner une perte de fonction d'organes, comme par exemple une insuffisance pancréatique après une atteinte inflammatoire de la glande du pancréas ou une insuffisance rénale après une atteinte de la maladie au niveau du rein. Les signes cliniques de la maladie sont donc liés à l'infiltration des tissus ou des organes. Elles vont donc être responsables d'une tumeur qui correspond à une augmentation de volume d'un organe que l'on peut soit observer s'il est superficiel, soit palper à l'examen clinique ou être retrouvé sur des examens d'imagerie radiologique comme des échographies, des scanners ou une imagerie par résonance magnétique. Certains signes cliniques sont liés indirectement à la tumeur par la compression d'organes adjacents, comme par exemple la compression des voies biliaires lorsqu'il y a une atteinte du pancréas, qui peut elle-même être responsable d'un signe clinique comme un ictère. La maladie associée aux IgG4 peut toucher de nombreux tissus ou organes. Chez certains patients, on observera une seule atteinte d'organe, alors que chez d'autres, plusieurs atteintes d'organes et de tissus peuvent être observées en même temps. On parle alors de maladie systémique. 3 atteintes d'organes sont plus fréquentes que les autres. La première concerne l'atteinte des glandes salivaires ou lacrymales. Elle est marquée par une augmentation de volume des glandes parotides ou sous-maxillaires et éventuellement des glandes lacrymales. Cette augmentation de volume se voit à l'examen et peut être responsable pour les patients d'une gêne et éventuellement de douleurs. L'autre atteinte très fréquente de la maladie est l'atteinte du pancréas et des voies biliaires. Elle peut se manifester par des douleurs abdominales et éventuellement un ictère.
La troisième atteinte fréquente est l'atteinte ganglionnaire. Il existe au cours de la maladie souvent une augmentation de volume des ganglions qui peuvent être localisés autour d'un organe atteint ou généralisés. À côté de ces trois atteintes très fréquentes dans la maladie, on décrit de nombreuses autres atteintes d'organes, comme l'atteinte pulmonaire, l'atteinte du rétropéritoine, l'atteinte de la peau, l'atteinte de l'hypophyse ou de la thyroïde, l'atteinte des grosses artères comme l'aorte, l'atteinte de la prostate chez l'homme et les atteintes rénales. Pour cette raison, le diagnostic va être évoqué chez des patients dans de très nombreuses situations différentes. La maladie associée aux IgG4 touche plus volontiers le sexe masculin au-delà de l'âge de 50 ans. Ceci a été montré dans la majorité des cohortes rapportées à ce jour. Les cas survenant chez des patients jeunes ou enfants sont rapportés, mais semblent très rares. Nous ne connaissons pas actuellement précisément l'incidence et la prévalence de la maladie associée aux IgG4 en France et en Europe. Nos collègues japonais ont estimé l'incidence dans leur pays, ce qui donnerait par extrapolation en France environ 180 à 700 nouveaux cas par an. La survenue de cas dans une même famille est exceptionnelle. On ne retient pas actuellement de cause génétique à cette maladie. On n'a pas identifié non plus de facteurs environnementaux qui pourraient être impliqués dans sa survenue. Bien que de cause inconnue, la maladie associée aux IgG4 répond habituellement bien au traitement. La maladie est traitée en première ligne et en l'absence de contre-indication par la cortisone. La corticothérapie est efficace dans plus de 90% des cas, permettant la régression des symptômes, des anomalies radiologiques et des anomalies biologiques liées à la maladie. Le traitement par cortisone est proposé soit en cure relativement courte de 3 à 4 mois, soit sur des cures plus prolongées avec une dose élevée initialement, puis un traitement maintenu pendant plusieurs mois à petite dose. Ce traitement est donc très efficace, mais dans certains cas, la maladie peut rechuter à l'arrêt ou lorsque les patients sont à petite dose de traitement par cortisone. Dans ces cas, lorsque le maintien d'une corticothérapie prolongée est nécessaire, on propose souvent un autre traitement, dit de deuxième ligne, pour éviter les effets secondaires d'une corticothérapie prolongée. Ce traitement dit de deuxième ligne a pour objectif de maintenir la rémission de la maladie et également d'éviter les effets secondaires liés à la corticothérapie prolongée. Les traitements de deuxième ligne ne sont pas actuellement définis par des études randomisées contrôlées, mais sont basés sur des études rétrospectives. De nombreux traitements immunosuppresseurs ont montré une efficacité dans la maladie. Parmi ces traitements, on propose soit des biothérapies de type anti-CD20 qui ciblent les lymphocytes. On propose également des immunosuppresseurs plus classiques comme le méthotrexate, l'azatioprine ou le mycophénolate mofétyl. Étant donné que le traitement n'est pas totalement codifié, il doit faire appel à des discussions entre spécialistes et être adapté à chaque patient. Une fois le diagnostic fait et le traitement mis en place, le suivi se fait en consultation externe, le plus souvent par une consultation semestrielle. Les patients seront vus en cas de complications intercurrentes et des bilans réguliers peuvent être proposés soit en hôpital de jour, notamment lors de traitements d'entretien, soit en hospitalisation
conventionnels. L'impact sur la vie quotidienne de la maladie associée aux IgG4 n'a pas été évalué par des études. Plusieurs situations au cours du diagnostic ou de la prise en charge de la maladie peuvent avoir un impact sur cette vie quotidienne. Tout d'abord, s'agissant d'une maladie rare, la période de diagnostic peut être prolongée, nécessiter différentes consultations et différents examens et peut avoir un impact psychologique. Une fois le traitement mis en place, l'impact sur la vie quotidienne va dépendre beaucoup du type d'atteinte d'organes présenté par le patient et des traitements mis en place pour obtenir une guérison. Habituellement, la plupart des patients atteints de la maladie associée aux IgG4, une fois traités, peuvent reprendre leurs activités professionnelles et personnelles. L'incertitude quant à la survenue éventuelle d'une rechute peut également avoir un impact sur les patients, ainsi que la nécessité d'un traitement prolongé.